Merci d'être avec nous, correspondants. Chaque dimanche, c'est le regard sur la présidentielle des correspondants de la presse étrangère en France. 3 échanges aujourd'hui. On va d'abord parler innovation, puisque ceux qui écouteront tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon vivront un meeting d'un nouveau genre, des écrans un peu partout et même des odeurs. Donc ce sera tout à l'heure, ce sera 14h même sur France Info. Plus simple, hier peut-être un peu plus simple, à Lyon pour la déclaration de candidature de Christiane Taubira. C'est désormais officiel. On se demandera si elle n'est qu'une prétendante de plus à gauche comme elle le craignait elle-même. Et puis le compte à rebours est désormais lancé jusqu'au 4 mars 18h. Certains candidats vont devoir accélérer, se dépêcher pour rassembler leurs 500 parrainages d'élus. La règle est-elle oui ou non bien faite? Ce sera notre troisième thème. À la table des correspondants aujourd'hui pour débattre, Alain Rébété. Bonjour Alain. Bonjour. Correspondant suisse à Paris pour la Tribune de Genève. Et le matin dimanche, Alberto Toscano. Bonjour. Bonjour Alberto, correspondant italien à Paris pour le quotidien Milano Finanza. Et Eduardo Coué. Bonjour Eduardo. Bonjour. Journaliste américain indépendant, correspondant notamment pour I24 News. On va donc d'abord vous emmener dans une grande salle, très grande salle prévue pour Jean-Luc Mélenchon avec... Des murs qui vont servir d'écran, un plafond de LED, des images à 360, un son digne du cinéma et en plus de l'odeur, des senteurs qui seront diffusées, alors pas celle du voisin d'à côté, mais une odeur qui se veut immersive. Nous ne sommes pas à Hollywood, et non, mais à Nantes pour le meeting de campagne. Ce sera tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon. Le premier meeting, c'est pas un meeting de révélation quant au mot d'ordre. C'est un meeting qui met en scène la perspective dans laquelle je me situe. La rupture avec ce modèle économique, la rupture avec le productivisme, avec le capital financier, avec tout ça, quoi. Et en même temps, la perspective d'un autre futur qu'on peut faire autrement, qu'on peut faire beau, qu'on peut faire grand. Bon, Alberto Toscano, c'est ça finalement la politique aujourd'hui, c'est d'abord convaincre par les émotions. Oui, peut-être. Compte tenu qu'il n'y a pas d'idées, on cherche des émotions. Et les idées... Et quelle contradiction entre la pauvreté d'idées, je dis malheureusement, aussi pour la démocratie, de la gauche française aujourd'hui, qui la met dans une situation très difficile, et les sondages le confirment. Et de l'autre côté, cette recherche d'épater la galerie sur le plan des émotions, comme vous dites justement, et d'une nouveauté formelle. Alors, la pauvreté de la substance et la recherche de la nouveauté de la forme. Et là-dedans, il y a une réalité où on a des difficultés vraiment à situer le réformisme dans une nouvelle perspective. M. Mélenchon a fait l'exemple de la lutte contre le capital financier. C'est un vieux dada de la gauche. Mais dans le passé, on a vu la gauche française gagner une élection présidentielle sur la base des slogans de François Mitterrand, non à la peine de mort, de réformes, de nationalisation. On a vu la gauche gagner sous Lionel Jospin le 35 heures. Et là, il n'y a rien. Et là, il y a le vide. Et on essaie de remplir ce vide par de nouveautés de forme. Vous êtes d'accord, Eduardo Coué, ça masque toute cette technologie, cette poudre aux yeux, ça masque un manque d'idées? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Moi, personnellement, tout ça, ça me fait ni froid ni chaud. C'est de la com. La gauche n'a strictement rien à dire, comme vient de le dire Alberto Toscano. Et puis, donc, ils essayent de trouver des moyens pour qu'on puisse parler d'eux. Mais franchement, c'est pénible tout ça. Ça marche, parce qu'on en parle. Oui, on en parle, mais est-ce qu'on doit parler de ça, des odeurs, dans une réunion politique? Moi, je ne pense pas. Il y a d'autres thèmes, il y a d'autres choses. C'est parce que vous, les Américains, vous ne l'avez pas encore fait, c'est pour ça. C'est un peu jaloux. Oui, c'est de la jalousie, peut-être. Alain Rébété, vous pensez que ce sera suffisant pour convaincre ou pas? Non, fondamentalement, je suis assez d'accord avec mes collègues. Il y a un côté un peu gadget. Cela dit, je suis peut-être moins sévère que ça. Parler d'émotion, pour
lancer n'est-ce pas, comme il le dit, lancer sa campagne, parler d'émotion dans une campagne électorale, c'est pas idiot, c'est pas absurde. Chercher à marquer les esprits, faire le buzz, voilà. Il l'avait fait il y a 5 ans avec des hologrammes, je crois, où il était présent sur plusieurs sites en même temps. Il va le refaire d'ailleurs. Là, je dirais qu'il y a un peu plus de raison. On touche par ces hologrammes plus de gens, etc. C'est un peu moins gadgetique. Moi, disons, je trouve ça un peu anecdotique. Ça masque un peu un fond, un manque peut-être. Cela dit, quand même, il faut reconnaître que LFI est certainement à gauche ceux qui ont le plus travaillé leur programme, l'ont le plus peaufiné, le portent le mieux d'une manière cohérente. Quand on entend parler des lieutenants de M. Mélenchon, on a l'impression qu'ils sont d'accord avec lui. Et je trouve, je dirais qu'en termes de programme, c'est pour moi presque le parti de tous qui est le plus cohérent avec le programme le plus solide. Donc finalement, qu'il fasse des petites choses un peu anecdotiques comme ça, pourquoi pas? Je voulais préciser seulement une chose. Moi, c'est avec tristesse que je prends acte de cette pauvreté d'idées de la gauche. Je crois que la démocratie française, comme la démocratie des autres pays européens, ont besoin d'une gauche qui produise des idées. Mais si en France, la gauche est dans cet état différent, à la différence de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, où il y a une gauche qui est au pouvoir ou participe au pouvoir, la raison de cette difficulté française est justement qu'elle est en crise au moment de se rassembler autour de nouvelles idées. Si je peux oser, c'est comme si elle ne croyait plus vraiment à ces grandes idées. Parce que quand même, LFI est le seul parti, me semble-t-il, qui parle d'une 6e République de manière un peu sérieuse et cohérente. Mais ils n'en font pas. C'est vrai, ils n'en font pas un thème vraiment fort. C'est comme... Alors, on pourrait donner 2 exemples. C'est comme s'ils n'étaient plus vraiment convaincus de leurs idées fortes. C'est assez curieux. Mais je rebondis quand même sur ce que vous disiez, Alberto, parce que ce n'est pas tout à fait l'avis de Jean-Luc Mélenchon, qui dit aussi que ce meeting, il va en profiter avec ses odeurs, ses sens qui seront un peu motivés chez chacun d'entre nous. Il va en profiter pour aborder des thèmes qui ne sont pas toujours abordés. L'espace, par exemple, la nature. Il va en profiter pour cela, pour aborder des nouveaux thèmes. Oui, on parle partout en Europe de l'écologie et des problèmes, donc on verra ce qu'il dira. S'il dit quelque chose de nouveau, on sera tous heureux d'en prendre acte. Pour l'instant, on ne voit rien de nouveau, mais on a toujours l'espoir d'assister à des révélations. Mais quand il parle d'espace, et il compte parler d'espace, ça fait quand même... C'est un thème dont on n'entend pas beaucoup parler dans les élections présidentielles en général. Oui, c'est vrai. On verra que le sujet peut être nouveau, mais on verra si les propositions sont nouvelles. Édouard Doucouet, ça dit quand même quelque chose du candidat ou pas un candidat qui essaye d'aller un peu plus loin sur la technologie, qui saisit un peu toutes les nouvelles technologies pour les mettre à profit? Oui, je suis d'accord que c'est le seul à gauche qui a plus ou moins un programme plus ou moins cohérent. Et oui, je ne suis pas contre la technologie. Encore une fois, à mon avis, ce n'est pas le thème de cette campagne. Le grand problème de la gauche, comme vient de le dire Alberto, c'est qu'ils n'ont rien à dire aux Français. C'est aussi simple que ça. C'est désolant de voir ce qui se passe avec la gauche. Des petites candidates avec des gros égos. Qui se battent entre eux et qui n'ont strictement rien à dire aux Français. On aura le temps d'en reparler dans le deuxième thème. Évidemment, ce sera même quasiment principalement ce deuxième thème. Alain Rébété, on peut aussi se dire que ça va servir à peut-être parler un peu plus aux jeunes qui ne sont pas vraiment les plus motivés pour aller mettre leur bulletin dans l'urne dans 3 mois. Oui, il y a, disons, de nouveau, moi, je trouve ce côté un peu gadgetique, mais provoquant, innovateur, curieux, un peu malicieux. Il y a aussi une touche de malice dans une espèce de proposition comme ça.
c'est quand même un des aspects de M. Mélenchon qui n'est pas le plus désagréable. Donc, ça, voilà, de nouveau, ça peut amener quelque chose. Moi, je l'avais proposé à ma rédaction qui, malheureusement, n'a pas voulu m'y envoyer, mais ça m'aurait intrigué. Parce qu'on trouvait que c'était un peu anecdotique. Mais puis, il me dit, c'est un peu loin. Enfin bon, mais ça m'aurait intrigué d'avoir ces odeurs, que sais-je, de voir si ça donnait quelque chose ou si c'était uniquement du... Puis il y a juste le petit... C'est quand même un des partis qui doit être le plus pauvre, qui finalement déploie des moyens. Je me demande quand même, moi j'ai vu je ne sais pas combien ça coûte. Ça coûte combien ? Ça, je me suis posé la question. L'émotion n'a pas de prix. Eduardo, sur cette histoire des jeunes, ça peut être intéressant ou pas? Oui, je pense que oui. Il essaye justement d'attirer la jeunesse. C'est vrai qu'on a un risque d'abstention pendant cette campagne, cette élection présidentielle. Il y a un risque qui est sérieux. Et tout ce qui peut attirer les gens, jeunes ou pas, à aller voter, à s'intéresser à la politique est positif. Oui. Exactement. Là, c'est un vrai problème parce que le risque d'abstention est l'une des véritables inconnues de cette élection présidentielle qui va peser aussi sur la, entre guillemets, légitimité du président de la République. Tout à fait. Parce que si c'était un quart il y a 5 ans d'abstention et c'était déjà beaucoup. Oui, là, et cette fois, en plus, il y a le Covid qui joue là-dedans. Donc, cette fois, le risque d'une faible participation est réel et qui plus est, la gauche française doit mobiliser les jeunes. Parce que les jeunes sont très réfractaires vis-à-vis de l'ancien langage de la gauche qui ne trouve plus à la hauteur de leurs espoirs. Et donc, cette recherche d'épater la galerie peut-être a quelque chose à voir avec cette envie et ce besoin de mobilisation de la jeunesse. Bon, ce sera à 14h et ce sera à suivre sur France Info en direct, même si on n'aura pas la capacité, nous, de vous retransmettre les odeurs. Mais en tout cas, vous pourrez le suivre en direct sur France Info. Dans cet espace un peu restreint à gauche, Jean-Luc Mélenchon a depuis hier et officiellement une nouvelle rivale, même si elle préférerait qu'ils ne soient pas rivaux, mais plutôt partenaires. Christiane Taubira est candidate avec toujours l'espoir de rassembler via le mécanisme de la primaire populaire. La seule contradiction, Monsieur Delahousse, c'est de proclamer que l'union est nécessaire, ce que fait chaque candidat, et de rester chacun dans son couloir. Moi, je dis très clairement que je reconnais les règles de la primaire populaire et que je reconnais d'avance le résultat de cette primaire populaire. Alain Rébété, cette primaire populaire, on est plus dans le succès ou dans le flop, selon vous ? Ouais, disons, c'est vraiment triste. C'est assez pitoyable comme... Quand j'entends Madame Taubira parler, avec tout le respect qu'on peut avoir pour la sincérité de son engagement politique, de ses convictions, mais elle est l'image de l'insincérité du langage politique. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'elle dit, n'est-ce pas, un politicien, une politicienne, ils peuvent changer d'avis. Ils peuvent dire à un moment, non, je ne serai pas candidat, et 3 mois après, 6 mois après, parce que les conditions ont changé, dire autre chose. Mais dire en décembre, je ne serai pas une candidate de plus, et 1 mois plus tard, être une candidate de plus, sur la base d'une procédure qu'aucun des autres dans laquelle aucun des autres n'entre et qui est un peu taillée sur elle parce qu'elle sait qu'elle en est la favorite. Leurs noms seront quand même soumis au vote. Mais oui, le nom des autres, je sais, mais elle sait en réalité, elle est sur son terrain avec cette procédure qui était très respectable, mais qui a été un échec. Et si elle était sincère, elle dirait aujourd'hui j'ai essayé, je ne veux pas être une candidate de plus, et j'ai essayé, voilà. Et elle a essayé, elle a échoué lamentablement, et puis elle ne sera qu'une candidate de plus. Je trouve ça pitoyable. Eduardo Coué ? Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. Je pense qu'à la décharge de Mme Taubira, elle dit qu'elle se pliera au résultat de la primaire populaire. Donc, au moins... Donc, ce qu'on comprend, c'est que si elle arrive 2e ou 3e ou plus, voilà, elle s'écarte. Ce que moi je comprends, c'est que s'il n'arrive pas première, elle s'en va. Tandis que les autres, commençant par Mme Hidalgo, quand on parle des mensonges, alors là, elle est la reine des mensonges. Donc, je trouve que Taubira, au moins, a l'honnêteté de dire je me présente, si je ne gagne pas, je m'en vais. Mais c'est vrai que tout c'est désolant, cette primaire populaire
à laquelle personne n'y croit. Elle est la seule candidate, d'ailleurs, Taubira, à dire qu'elle respectera les résultats de la primaire. Tous les autres ne le disent pas. Ils disent le contraire. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre et de devoir se ranger derrière un autre? Je pense parce qu'encore une fois, c'est une histoire d'ego. Et puis, Madame Hidalgo, qui avait d'abord dit qu'il n'en était pas question d'une primaire. Ensuite, elle appelait à la primaire. Maintenant, elle dit qu'elle ne respectera pas les résultats parce que M. Jeannot ne fera pas partie de la primaire. Donc, moi, je me mets à la place du français lambda de gauche qui regarde tout ça, et je me suis dit, il mérite beaucoup mieux que ça, que ce spectacle désolant, consternant qui donne la gauche. La France mérite beaucoup, beaucoup plus, beaucoup mieux que ça. Mme Taubira affirme vouloir respecter les résultats d'une élection primaire populaire où elle est la seule participante. Elle n'est pas la seule participante. Elle est la seule à dire qu'elle reconnaîtra les résultats. Non, elle est la seule à faire une campagne dans le contexte de cette primaire. Mais tous les noms seront les autres ont refusé de participer à la campagne. Évidemment, l'électeur de la primaire populaire pourra voter Jadot ou Hidalgo. Mais eux, ils ne sont pas partie de cette campagne-là. Ils n'ont pas donné leur approbation à cette dynamique démocratique de la primaire populaire. Donc, en réalité, il y a une véritable participante qui est Mme Taubira et qui dit reconnaître les résultats de cette élection. Au-delà de cette situation qui frôle le paradoxe, avouons-le, c'est paradoxal, qu'il y ait des candidats de faux candidats à une élection pour un candidat. Mais ça peut être facile aussi pour les autres candidats de dire on ne reconnaît pas le résultat d'abord et puis de le reconnaître s'ils arrivent finalement en tête. Non, mais ils ne font pas campagne. Ils ne participeront pas à des meetings pour... Ce n'est pas une véritable primaire, parce que de la primaire des écologistes, il y a eu... C'est dans 15 jours qu'on vote. Pour l'instant, ils disent... chacun de... Je crois qu'il y a un peu plus de 120 000 inscrits sur... Oui, mais il y a eu une campagne avec des débats pour la primaire des écologistes qui a été gagnée clairement par M. Jadot. Et il y a eu une campagne pour la primaire des Républicains. Là, il n'y a pas de campagne. Est-ce qu'il y aura des débats entre Mme Hidalgo et Mme Taubira? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Donc, en réalité, aujourd'hui, il y a une seule véritable participante. Au-delà de ça, il y a un problème de sélection des candidatures à gauche, mais les résultats de cette sélection des candidatures à gauche est toujours la conséquence du fait que la gauche est divisée dans les idées. Mais cette même gauche, si divisée et si faible à niveau national, est par contre forte à niveau local. La gauche est efficace dans la gestion des régions. Elle a gagné des régions. Elle est efficace dans la gestion du pouvoir dans des villes importantes de la France entière. Donc, cette gauche a deux visages, forte au niveau local et terriblement faible à niveau national. Pourquoi, Alain Rébété, Anne Hidalgo n'y va pas, selon vous, à cette primaire parce que du coup, avec deux candidats majeurs de gauche, tout de suite, ça enclencherait peut-être une dynamique. Vous aurez compris que Mme Taubira n'a pas le monopole de l'insincérité dans le discours politique. Je reconnais que Anne Hidalgo a été totalement contradictoire. Elle a dit non. Elle a même fait changer les statuts, enfin tout le monde sait du PS, pour qu'il n'y ait pas de primaire. Et à un moment, elle a compris qu'elle allait dans le mur. Et elle a proposé quelque chose, son idée c'était, si on arrive à lancer... Parce que moi, la primaire populaire, je trouve, ce serait une très belle chose. Si les gens s'y étaient ralliés, je pense qu'il y avait là vraiment possibilité de nouer un moment de débat autour des problèmes de gauche, des propositions de gauche. Ça aurait été... Et ils se sont... Voilà, pour 36 raisons assez compliquées et assez ennuyeuses en définitive, ils n'en ont pas voulu. Madame Hidalgo, elle, tout d'un coup, voyant qu'elle chutait, elle s'est dit peut-être que si je suis remplacée par Madame Taubira, ce sera mieux. Dans tous les cas, si on arrive à faire une primaire populaire, à nouer les débats pendant 3 semaines, un mois autour de nos questions, la gauche pourrait en ressortir, voilà.
Jadot n'en a pas voulu. Pour ne pas perdre la face, il fallait qu'elle ne le veuille pas. Et puis voilà, on est dans une situation de blocage, de patte, voilà, générale. Édouard Decoey. Oui, moi, je pense que l'espoir de Mme Taubira, par exemple, peut-être aussi de la gauche tout entière, c'est que si Mme Taubira gagne clairement cette primaire populaire, les autres candidats, dont Mme Hidalgo, se rendront à l'évidence et vous croyez que c'est possible? C'est comme ça, et donc on va s'unir derrière Mme Taubira. C'est une possibilité et c'est surtout un espoir à gauche. Maintenant, je crois que le Parti socialiste, qui est de plus en plus divisé sur la campagne de Mme Hidalgo, qu'est-ce qu'il va faire, le Parti socialiste, si Mme Taubira gagne clairement et si Mme Hidalgo est loin derrière? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à la soutenir? C'est pas sûr, hein, parce que là, il y a des voix dissidentes à l'intérieur du Parti socialiste, et avec raison, parce qu'elle décolle pas, elle est à 3%, 5% grand maximum. Donc, la gauche s'est mise dans une situation absolument impossible. Bon. Alors, répétez, je voulais réagir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à se déchirer. Et si Mme Taubira sort première largement, elle restera une candidate tout à fait anecdotique auquel les autres ne se rallieront pas. Et voilà, enfin, à moins d'un miracle auquel je ne crois pas. La vraie primaire de la gauche, c'est le premier tour des élections présidentielles. Et c'est là qu'on verra qui est le visage qui peut donner un sens à la gauche française. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir un deuxième tour. Entre Jadot et Mélenchon. Parce que c'est les deux qui pourront... On verra le soir du 10 avril qui sera devant, parmi les chefs de la gauche, et la bataille sera évidemment entre M. Jadot et M. Mélenchon. Donc on verra qui sera le visage dans la perspective des législatives. Dans la perspective des législatives. Quand on se présente à la présidentielle, l'idée, c'est d'avoir un deuxième tour. Parce que l'élection qui compte pour la gauche française ne sont pas les présidentielles, ce sont les législatives. C'est là qu'on verra la répartition des sièges et du pouvoir réel dans le Parlement français entre les partis de gauche. Bon, pas trop d'informations encore sur le cas de Christiane Taubira, mais d'autres à gauche, comme à droite d'ailleurs, gros candidats comme plus petits, se plaignent de l'énergie finalement qu'il faut mettre en ce moment dans la course au parrainage d'élus. Il en faut 500 de ces parrainages pour pouvoir se présenter. Et ce n'est pas toujours simple de convaincre, vous allez le voir, comme le montre l'extrait de ce reportage. Et ils se sont donné une mission. On regarde le nom du maire, pour pas se tromper. Obtenir les 500 parrainages d'élus, obligatoire pour que le candidat d'extrême gauche Philippe Poutou puisse se présenter au premier tour de la présidentielle. Bonjour monsieur. Bonjour. On fait le tour du canton pour les parrainages pour l'élection présidentielle pour Philippe Poutou. Mais ce maire d'une petite commune de la Vienne préfère ne pas s'engager pour ne pas décevoir ses électeurs. Ce qui m'embête dans tout ça, c'est que maintenant, tout le monde peut savoir pour qui vous avez fait votre parrainage. Ça serait anonyme, je pense que les maires prendraient des décisions beaucoup plus rapidement. Édouard Decoey, elle est centrale, cette question de l'anonymat pour les parrainages? Oui, elle est centrale. Moi, je comprends bien qu'on a éliminé ce système d'anonymat pour être plus transparent. Malheureusement, ce qui se passe, d'après ce que je connais, c'est que les maires ou les élus qui peuvent parrainer un candidat sont sous une intense pression de la part des grands partis, des partis. Donc, même si parrainer quelqu'un ne veut pas dire, n'égale pas soutien, dans les vues populaires et puis dans les vues des partis, surtout les partis établis, les partis traditionnels, c'est une espèce de soutien qui ne dit pas son nom, même si ce n'est pas du tout ça. Donc, le système, maintenant, il est coincé. Mélenchon veut revenir à l'anonymat, mais on ne peut pas le faire maintenant, c'est beaucoup trop tard pour l'élection de 2022. Après, on verra bien. Il y a tout de même une idée qui fait son chemin, c'est de remplacer les parrainages par des signatures populaires. On parle de 100 000, on parle de 300 000 comme seuil. Ce seraient des électeurs qui parraineraient directement le candidat. Exactement. Parce que l'idée des parrainages, elle est
c'est quoi cette idée à la base? C'est d'éviter une prolifération de tout petits candidats qui sont soutenus par personne et qui ne feront rien sauf ajouter à la confusion ambiante. Donc, c'est pour que les candidates à la présidentielle aient eu quand même une base plus ou moins nationale. Ce n'est pas une mauvaise idée, sauf que le système de parrainage, je pense, il a fait son temps. On va justement vous montrer quelques chiffres concernant ces parrainages. Il y en a quelques-uns quand même des élus en France. Ils sont 42 000 à être habilités à parrainer. Et en 2017, il n'y en a que 14 296 qui ont parrainé un candidat. Alors, forcément, quand on voit ces chiffres, on peut se dire aussi, Alberto Toscano, que l'anonymat, ce n'est pas le seul problème. Peut-être que certains ne se trouvent pas dans les candidats, comme les Français. Je ne pense pas que l'anonymat soit un vrai problème. Je crois que la loi doit être respectée. Et dans le système à la française, le système présidentiel à la française est très particulier. Et on ne peut pas faire une comparaison avec l'Italie, par exemple, où en Italie, entre parenthèses, on votera pour le président de la République à la fin de ce mois de janvier. Mais c'est les parlementaires, plus de représentants des régions, qui vont voter, dont 1 millier de personnes. Et dans le cas français, ce système présidentiel est particulier, basé, entre autres, sur le mécanisme de parrainage, et il est évident que la loi ne peut pas être changée en cours pendant le match. On ne peut pas changer les règles du match pendant que le match est joué. Donc, cette fois, c'est comme ça, et ça doit être comme ça. Et je crois que c'est bien que ça soit comme ça, et on verra si tout le monde est capable de montrer, d'être crédible vis-à-vis de ces 42 000 personnes qui ont la faculté de parrainer un candidat. Vous en pensez quoi, vous, Alain Rébété, de ce système de parrainage qui n'est pas si courant que ça, finalement, quand on regarde? Non, il n'est pas courant parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de pays où le président est élu par l'ensemble du corps électoral. Et il y a ce problème, comme tu le disais, de ne pas avoir une multitude de candidats, que n'importe qui ne puisse pas être candidat, et on a une liste de 100 candidats. À cet égard, pour revenir à votre reportage, si M. Poutou, qui, je crois, avait réussi précédemment, s'il n'arrivait pas à réunir ces 500 signatures, est-ce que ce serait un drame pour la démocratie française? Non. Parce que M. Poutou est un candidat, disons, il candidate pour se faire de la renommée, occuper une certaine place. Mais Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour... Par contre, naturellement, Zemmour, Jean-Luc Mélenchon. Mais là où je trouve qu'on touche quelque chose d'essentiel, c'est une question d'institution. Je ne pense pas que la règle soit uniquement pour empêcher qu'il y ait trop de candidats. Elle est aussi pour avoir un président qui ne soit pas quelqu'un, s'il est par exemple richissime, qui peut comme ça s'imposer, déverser des... N'est-ce pas? Il faut qu'il ait une certaine légitimité dans les régions. Les parrainages, on ne peut pas uniquement avoir des soutiens dans un seul département. Non, c'est au minimum 30 départements et pas plus de 10% des parrainages dans le même département. Exactement. Donc, cette espèce de... Je trouve qu'il y a une véritable légitimité institutionnelle. Et puis, le problème avec les institutions, c'est que quand tout d'un coup, la règle nous ennuie, eh ben, on dit « Oh, regardez, c'est ennuyeux ». En effet, ce serait un scandale. Ce serait extrêmement problématique si M. Zemmour ne parvenait pas à réunir ces signatures. Mais pourtant, il n'a pas d'ancrage territorial, comme disait Eduardo il y a quelques instants. Ça le serait, pour moi, ça montrerait en tout cas un problème, c'est qu'il n'a vraiment aucun ancrage, aucun soutien, parce que malgré tout, une signature est quand même une forme, en tout cas, de soutien ou d'accepter l'idée qu'il puisse devenir... Voilà, ça voudrait dire qu'il n'a pas trouvé 500 élus qui acceptent l'idée qu'il puisse devenir président. Je trouve quand même que ça serait l'expression d'un vrai problème. Et pour moi, ce serait un scandale si, comme on le dit, il y a des chantages aux subventions. Si des grands partis, des présidents de région font des pressions. Mais à ce moment-là, si c'était le cas, qu'ils le disent, qu'ils dénoncent ces présidents de région, et puis honte à eux, et à ce moment-là, les maires pourraient se sentir plus libres de signer. Eduardo Coué. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des candidats qui ne sont pas soutenus par un parti établi, M. Macron, le premier, et donc, à cause d'eux ou grâce aux réseaux sociaux... Il y a 5 ans, il avait quand même le soutien du MoDem qui lui a apporté aussi des candidats. Il faisait partie du Parti socialiste. Il n'avait pas un soutien institutionnel, Macron.
franchement, je ne crois pas. Ce n'est pas une critique, hein, moi je pense que c'est comme ça. M. Seymour, aujourd'hui, se trouve dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y a plus de candidats aujourd'hui qui ne sont pas soutenus par des partis établis. C'est ça le problème. Et donc, on a une situation aujourd'hui où Mme Hidalgo, encore elle, qui a 3% ou 5% des voix, elle a 2000 parrainages. M. Seymour, qui est à 7%, il en a 300. Et même Marine Le Pen, elle est à 400. Et même Mélenchon, qui a 9%, il n'arrive pas toujours à avoir les parrainages. Mais donc, il y aura les parrainages par hologramme, peut-être. Bon, voilà. Parfait, l'humour pour clore. Donc c'est un vrai problème de démocratie, à mon avis. Et qu'il faudra régler peut-être un peu plus tôt la prochaine fois. En Absolument. tout cas, si certains constatent qu'il y a ce problème, la date et l'heure pour les déposer, c'est le 4 mars, 18h. Ça arrive très vite. Merci à tous les trois d'avoir participé à Correspondant, la présidentielle vue. Et c'est toujours particulièrement intéressant par les correspondants de la presse étrangère. Arrêtons-nous à présent sur l'actualité internationale et plus particulièrement sur la situation au Kazakhstan, des affrontements et la reprise en main du pouvoir. Le monde dans tous ses états. Raphaël Kahn, on se retrouve juste après pour le Grand JT.